Bonjour et je vous remercie encore d'être venus aussi nombreux pour cette troisième leçon de notre cours que j'ai intitulé, vous voyez encore une allusion cette fois au Petit Prince, créer des liens. Vous allez tout de suite voir pourquoi, ce n'est pas très... je n'ai pas été chercher bien loin. Alors, après avoir, à la leçon précédente, tenté de mieux situer la notion de shoku, shiki, ido, n'est-ce pas, les trois prononciations possibles, équivalent à la couleur, le visible, la sensualité, donc de situer cette notion dans l'histoire des langues chinoises et japonaises, tout en esquissant l'important remaniement idéologique apporté par le bouddhisme dans son évolution, dans l'évolution sémantique de ce terme. Il serait bon aujourd'hui d'aborder, toujours en préalable de la lecture du Grand Miroir des Voluptés, un autre concept fondamental de la langue japonaise, chinoise et bouddhique, celui de lien causal, qu'on prononce en japonais en, n'est-ce pas, dont je vous donne ici les différentes lectures. Yuan en chinois. Alors, de même que le terme de shoku et les implications langagières qui en dérivent se sont intégrés en japonais par le truchement de la lecture-traduction, n'est-ce pas, le kundoku ido, ainsi le mot en, le mot en diffuse en japonais les notions qu'il implique à travers ses diverses lectures explicatives ou phonétiques. Et comme pour ido, bien plus même que pour ido, ce sont les résonances bouddhiques du terme qui expliquent sa fortune en japonais. Une fortune qui ne se dément pas si l'on jette un bref coup d'œil sur la langue et les coutumes d'aujourd'hui. Il y a tout d'abord les proverbes, qui charrient encore de vieilles croyances et conservent d'anciennes habitudes de langue, qui sont peut-être sur le point de se diluer dans l'oubli à présent. On peut dire que depuis une trentaine d'années, le patrimoine langagier du japonais disparaît à vue d'œil, les proverbes, les citations, toutes ces structures implantées dans le langage depuis très longtemps, à travers l'éducation sino-japonaise, tout cela disparaît. Mais nous avons ce proverbe est encore relativement connu, et vous le verrez d'ailleurs la semaine prochaine. C'est pour ça que je vous prie de le garder en mémoire. Alors, il y a plusieurs versions, n'est-ce pas? On dit Sode furi aumo tasho no en, ou bien Sode suri aumo tasho no en. Et vous voyez que le caractère ta de tasho peut s'écrire de deux façons. Alors, on peut le traduire, entre autres, par que deux manches se frôlent, lien d'une autre existence. Je donne une traduction minimale, mais vous voyez que, que des manches se frôlent, tasho no en, c'est soit un lien pour une autre existence ou pour de nombreuses existences. Et cela, alors on peut se dire, donc deux personnes se croisent dans la rue, en général un homme et une femme dont les manches du kimono se frôlent, eh bien c'est un lien pour d'autres existences ou pour de nombreuses existences, mais qui peuvent être dans le passé et dans l'avenir, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si vous vous frôlez, comme nous le verrons la semaine prochaine, dans un temple, c'est parce que vous êtes rencontrés dans des existences antérieures, ou bien le fait que vous vous frôliez pour la première fois dans cette existence, ça sera un lien pour des existences postérieures, n'est-ce pas? Donc c'est ouvert, encore une fois, sur l'idéologie des trois temps qui est véhiculée par le bouddhisme. Donc ce proverbe, et vous voyez, tasho no en, le dernier mot, c'est bien ça, un lien karmique, comme traduit parfois. Donc voilà, le simple fait de se frôler, c'est un lien constitutif pour vos renaissances. Il y a aussi les menus métaphores du quotidien qui peuvent reposer sur ces jeux de mots que l'on affectionne d'autant plus au Japon qu'ils naissent de façon presque spontanée, comme le symbole des pièces de 5 yens. Je l'ai mis plus tard dans mon PowerPoint, vous verrez ça. Les pièces de 5 yens, n'est-ce pas, en japonais, donc goen, les 5 yens, qui est homophone de goen, go avec le o, le go qui est le suffixe honorifique, comme o, n'est-ce pas, donc un lien auguste, un lien à respecter, un lien respectable, et goen, donc ça veut dire à la fois 5 yens, ce sont ces petites pièces trouées que l'on a encore
au Japon et qui deviennent des porte-bonheur, on les garde souvent, parce qu'elles constituent un lien. Alors, évidemment, dans le japonais moderne, c'est un lien avec la fortune, n'est-ce pas, la fortune matérielle, donc les espèces, n'est-ce pas. Et ça peut être aussi une pièce de Goen en souvenir de quelqu'un. Nous reverrons avec cette pièce de 5 yens, n'est-ce pas. Cette dévalorisation du vocabulaire, n'est-ce pas, du N dont je vais vous exposer les différents sens maintenant et le sens actuel, c'est un phénomène bien connu, mais nous verrons que c'est une question synchronique et non diachronique, puisqu'elle est déjà bien présente aussi à l'époque qui nous intéresse. C'est-à-dire, cette dévaluation n'est pas seulement historique, elle est simplement, comme vous le savez déjà, le japonais, mais dans le japonais plus que dans d'autres langues occidentales, vous avez toujours, vous parlez quasiment à 2 niveaux, surtout dans ces langues littéraires. Si j'attire dès à présent, donc, dans ce cours, l'attention sur ce terme, c'est que nous allons voir qu'il constitue dans le grand miroir des voluptés, plus qu'un thème, un véritable moteur de la narration. On pourra me faire remarquer que ce thème ne concerne pas seulement Saikaku, et qu'il est omniprésent dans le roman japonais. C'est vrai, et il est d'autant plus important de ne pas l'ignorer, car nous le verrons, il jouera son rôle de la première page à la dernière. Saikaku n'est peut-être pas unique dans son genre, mais il utilise ce processus de façon extrêmement systématique. Il est donc de première importance de le comprendre aussi clairement que possible. Pour la notion de haine dans les représentations populaires japonaises, je vous invite à lire cet article de mon ami Joseph Kibours, Des liens et des choses, Engi Mono et Omocha. Omocha, alors, jouet au sens large, qui est paru il y a pas mal de temps déjà. Engi Mono, vous retrouvez le mot en dedans, nous verrons le mot engi tout à l'heure. Pour cela, donc, nous devons nous livrer à un bref tour d'horizon historique qui nous fera passer, comme à la leçon précédente, par les mêmes trois étapes, puisque l'évolution de la langue japonaise est, par sa constitution même, vous le savez suffisamment maintenant, située dans ce triple cadre. Alors, à la différence de Shoku, je reviens un tout petit peu ici, la constitution du caractère même du sinogramme est relativement facile à analyser. Il est composé d'une clé sémantique à gauche, c'est la clé de la soie, et d'une partie phonétique, et c'est la partie phonétique que l'on reconstitue, enfin, qui correspond à peu près à Yuan, semble dès l'origine avoir le sens de bord ou d'extrémité. Et comme ça arrive souvent, la clé sémantique, comme le terme l'indique lui-même, va orienter le sens dans une certaine direction, si bien que d'un sens général de bord, il signifierait en premier le rebord, la frange d'un vêtement, la lisière, parfois aussi le col, n'est-ce pas, qui se lit heri aussi en japonais, ou plus généralement fuchi, donc le bord, tout ce qui est l'extrémité d'un vêtement. Ce sens ne concerne pas seulement les vêtements, il peut s'appliquer aussi, alors malgré la clé sémantique, au rebord de tout objet. Ainsi, la corniche de bois qui longe la maison japonaise, n'est-ce pas, que vous avez tous vu dans les films japonais qui se situent dans des familles ou des maisons à l'ancienne, vous avez donc ce qu'on traduit parfois par la terrasse, la véranda, le déambulatoire, si vous voulez, la petite terrasse de bois donc, qui longe le corps de la maison et sur laquelle s'ouvre souvent le salon. Ça s'appelle donc engawa ou un mot un peu redondant, puisque en veut dire signifie le bord, le rebord, et kawa le côté, n'est-ce pas? C'est le côté du rebord, ou le rebord du côté, si vous voulez. Et en, d'ailleurs, peut garder en composition même ce sens de engawa, n'est-ce pas? Et nous le verrons très bientôt dans le roman de Saikaku qui nous intéresse cette année. Alors, nous avons déjà souvent vu la capacité qu'a tout mot chinois
d'assurer plusieurs fonctions grammaticales, vous le savez. Donc n'importe quel caractère chinois classique que l'on considère par l'habitude de la langue comme un nom, par exemple, peut se transformer, peut avoir une fonction verbale. Par exemple, ce qu'on lirait en japonais, en lecture sino-japonaise, kun, le souverain, si vous mettez, ça veut dire la plupart du temps le souverain, mais si vous mettez un objet après, un complément d'objet, un pronom personnel, un nom de personne, ça voudra dire traiter quelqu'un en souverain. Alors, donc si le caractère n est le plus souvent utilisé en fonction nominale, il peut tout aussi bien se transformer en verbe selon sa place dans la phrase. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de parler en ce cas d'emprunt phonétique, comme le prétendent certains dictionnaires. Oui, on voudrait dire que donc on prend yuan et puis on le reprend dans un sens verbal, mais en faisant comme rébus, si vous voulez, comme par homophonie avec un autre terme. Mais ici, il me semble que c'est une évolution tout à fait normale à partir du sens nominal. Il n'y a pas lieu de penser à un emprunt phonétique. Alors, en sens verbal, il se lit souvent en japonais yoru, qui peut se comprendre aussi littéralement, n'est-ce pas, comme suivre le bord, c'est-à-dire à partir de bord, border quelque chose, donc c'est suivre le bord, le aborder aussi, être en contact avec, se rapporter à quelque chose. Et gardons donc ce sens à l'esprit quand nous reverrons plus tard le mot iro, n'est-ce pas, puisque si iro constitue le complément d'objet de yuan, nous allons avoir encore une expression utile à connaître. Mais on peut aussi l'utiliser dans un sens très concret, progresser le long de quelque chose comme d'une branche. Et on le lira souvent en japonais, enfin souvent, alors relativement souvent, yojiru, n'est-ce pas, qui veut dire grimper. Et je vous donne ici comme exemple tout à fait typique cette expression qui est devenue proverbiale, mais qui est tirée de Mencius, que nous avons vu encore la dernière fois. Comme je vous le dis, je vous donne toujours des exemples qui font partie de ce que j'appellerais la grosse artillerie pédagogique japonaise, c'est-à-dire dans des textes que la plupart des Japonais qui avaient suivi un cursus dans une école de temple, comme on disait autrefois, Telagoya, n'est-ce pas, c'est-à-dire ces petites écoles privées où l'on mettait les enfants, qui étaient relativement répandues au Japon. Donc voilà, ce sont des choses que l'on connaissait même comme proverbe, même quand on n'avait pas lu Mencius, et c'est Nao kini yojite uo motomuru na gotoki nari. C'est comme si on grimpait, on allait chercher des poissons dans les arbres, n'est-ce pas, de faire quelque chose qui ne sert à rien. Et vous voyez que le mot en se lit ici yojiru, donc dans le sens grimper en suivant les branches, n'est-ce pas, donc en grimpant à l'arbre. Ce sens dynamique d'abordage ou de prise de contact jouera un grand rôle dans le chinois bouddhique. Mais c'est sans doute ce sens verbal qui est à la base d'une nuance importante de haine. À partir du sens d'être en contact, physiquement ou logiquement, être contigu, s'est établi le sens de rapport, comme dans être en rapport avec, et donc de relation, et même parfois relation de parenté, comme nous avons dans ce terme qui se trouve dans le Genji Monogatari, Yukari Mutsubi, c'est-à-dire le mariage entre proches. Mutsubi désignant l'harmonie conjugale, yukari avec un parent. Encore, c'est donc une lecture, c'est une des lectures possibles de N, n'est-ce pas? Je vous redonne ici brièvement les différentes lectures japonaises. Vous voyez, il y en a pas mal. Heri, Fuchi, Enishi, Yukari, Yosuga, Chinami et Yoru. Donc Yukari est sans doute la lecture dans le sens qui nous intéresse ici la plus commune. Je reviens sur Enishi dans un instant. Donc vous voyez yukari au sens de relation de parenté que nous retrouvons souvent. Les diverses nuances de ce sens principal sont exprimées dans les différentes lectures explicatives japonaises du caractère, comme je viens de vous le dire, et je reviens dessus brièvement, donc avant de revenir un peu plus tard longuement. Nous avons vu Heri et Fuchi au sens concret,
Et alors, au sens de relation qui nous intéresse davantage maintenant, on commence par enishi. Alors, vous voyez que enishi, en réalité, c'est une de ces, je dirais, de ces contrefaçons japonaises. On a l'impression que c'est un mot japonais, et il résonne parfaitement japonais, mais comme vous le voyez d'un coup d'œil, surtout en alphabétique, n'est-ce pas, les deux premières lettres, ce sont les lettres de N. Enishi n'est qu'une japonisation, une intégration dans la langue japonaise en lui donnant un aspect de Yamato Kotoba, de nom japonais, à l'expression chinoise, au kango en, et qui était déjà à date ancienne. Je ne reviens pas sur les raisons phonétiques et d'écriture qui ont mené à ça, et ça se prononçait souvent eni, n'est-ce pas? Et avec l'adjonction du suffixe shi, nous avons donc enishi, un suffixe intensif, shi. C'est donc la simple adaptation du terme chinois avec toutes les nuances du terme chinois d'origine et que nous trouvons aussi dans les poèmes. Ce qui est important, n'est-ce pas, la fonction principale de ces mots, de ces termes chinois japonisés, c'est de les intégrer dans des poèmes. Alors la lecture explicative la plus courante, c'est yukari, comme je viens de le dire, qui est certainement formé. Alors là, je ne vais pas me risquer dans l'étymologie, mais il doit y avoir un rapport avec le mot yuka, à moins qu'il s'agisse d'un emploi. Yuka qui signifie le parquet, plus spécialement la partie surélevée du plancher sur lequel on peut dormir. Alors je ne me risquerai pas à tenter de suivre le lien sémantique justifiant cette lecture. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se rapporte aussi de la même façon que vous aviez engawa, n'est-ce pas, le bord surélevé, donc longeant la paroi de la pièce sur laquelle vous dormez? Je ne sais pas, mais le fait me semble indéniable. À partir de yuka, donc avec l'adjonction du suffixe ru qui donne un sens verbal, on a donc un yukado qui aurait pu vouloir dire de la même façon longé, bordé, et puis le déverbal cette fois de yukado qui est yukari, et qui reprend en japonais plus pur encore que enishi, les mêmes termes, les mêmes nuances que en. Ensuite, vous avez yosuga, qui est formé sur le verbe yosu, qui veut dire appuyer quelque chose sur quelque chose, ou prendre pour prétexte, mettre en rapport, et qui signifie comme terme, comme mot, comme nom, appui, moyen, conjoint, proche, littéralement celui sur lequel on s'appuie ou ce sur quoi on s'appuie. Donc, et c'est un sens assez proche de la dernière lecture, chinami, qui est le déverbal de chinamu, n'est-ce pas? Être en rapport avec, avoir un lien logique avec, être relié à, et on a encore en japonais moderne le chinami ni, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce verbe chinami va s'écrire avec le caractère japonais, le caractère chinois in, que vous avez ici en le premier caractère de la deuxième ligne, et qui entre aussi dans la composition innen, vous voyez les deux caractères ensemble. Donc nous sommes vraiment dans une même famille de sémantique. Alors certes, toutes ces lectures japonaises sont par force influencées par le bouddhisme, doctrine déjà diffusée dans toute la culture japonaise à l'époque où ce vocabulaire s'est constitué. Il est donc impossible de prétendre qu'elles en sont indépendantes du bouddhisme. Il semble d'ailleurs que même en chinois, le sens bouddhique de yuan soit perçu dans la langue courante, ce qui est relativement rare quand on compare avec le japonais, n'est-ce pas? L'observation superficielle que je peux faire montre que le vocabulaire chinois est bien moins, le vocabulaire chinois est bien moins imprégné de bouddhisme que le vocabulaire japonais. Les termes bouddhiques les termes proprement bouddhiques sont plus séparés de la langue chinoise commune qu'en japonais. Mais même en chinois, donc, ce sens bouddhique de yuan, ce sens de lien karmique, soit perçu dans la langue courante. Car à la différence de shoku, même les dictionnaires usuels du chinois moderne ne manquent pas de le relever. Alors venons-en donc au sens bouddhique, plus spécifiquement bouddhique de haine. Car le terme est en japonais
pour une grande part aussi en chinois, profondément relié à la doctrine bouddhique, et fait partie, comme Ilo et Shoku que nous avons eu la semaine dernière, du vocabulaire fondamental de cette doctrine. Souvent traduit par lien karmique, alors je vais survoler tout cela parce que c'est un peu, et nous en avons déjà parlé, la plupart de ceux qui s'intéressent au Japon connaissent ces idées, mais je ne fais que les résumer très, très brièvement. Donc, ce lien karmique appartient en effet à la couche la plus profonde du bouddhisme ancien. Le dharma, la loi du Bouddha, étant fondé, comme chacun sait, sur le principe de causalité. C'est un principe qui s'analyse à travers plusieurs termes fondamentaux, décrivant le processus que l'on traduit parfois par l'enchaînement causal ou la production causale, engi en japonais, le premier mot de la diapositive ici, correspondant à un sanskrit, je vous épargne le pali, hein, pratitya samutpada, n'est-ce pas? Donc, c'est l'enchaînement des facteurs d'existence répartis en causes et conditions. Vous voyez la seconde ligne, innen, le in qui se lit chinamini, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de même que en d'ailleurs, et en, donc, dont nous avons vu les différentes lectures. Innen traduit un sanskrit, un composé sanskrit, qui est cette fois différent. Le premier composé, vous voyez, c'était la production à partir des conditions, des liens, n'est-ce pas? Et ici, c'est un composé de juxtaposition, in et en, que l'on dit innen en japonais, bouddhique, et qui veut dire donc les causes premières, et hetu pratyaya, les causes premières et les causes secondes. Donc, et alors les causes, les premières, les in, étant la base sur laquelle agissent des facteurs, sur la base même sur laquelle agissent des facteurs secondaires qui mènent à un résultat karmique, n'est-ce pas? Et les facteurs secondaires, c'est N. Ce sont donc, vous avez les conditions premières et les conditions secondaires. Donc, l'enchaînement des facteurs d'existence, donc le engi, n'est-ce pas, le pratitya samutpada, littéralement la coproduction, n'est-ce pas, la coémergence causée par ces causes secondaires. Donc, est divisé en 12 étapes, que l'on appelle Juni Innen, c'est-à-dire les 12 causes et conditions, qu'on pourrait aussi traduire ici par les 12 liens causaux. Alors, c'est le processus qui décrit et explique notre présence au monde. Bon, c'est pas rien, c'est vraiment le cœur de la doctrine bouddhique. Des êtres humains et comme de tous les êtres animés, et d'ailleurs, vous vous souvenez que ça concerne même l'inanimé d'une certaine façon. Alors, évidemment, je ne peux que résumer ici, mais vous savez que le bouddhisme se pose comme une analyse logique du monde dans lequel nous vivons, pas du tout une révélation, mais une découverte de ce qu'on pourrait appeler le mécanisme du monde. Et le mécanisme du monde, c'est le engi, le pratitya samutpada, la production enchaîne, l'enchaînement des causes et effets qui mène à ce que nous sommes. Et alors, évidemment, si on la suit, si on essaye d'en faire une stricte analyse logique, on sera peut-être un peu déçu, mais elle se présente comme une rigoureuse grille de lecture de ce que nous sommes, de ce que nous sommes devenus. Et comme vous le voyez, alors je n'insiste pas à chaque fois, ça serait trop long, n'est-ce pas? C'est d'abord, le premier, je les ai numérotés de 1 à 12 ici, et je les ai mis en trois groupes, pour une raison très simple. Encore une fois, je reviens dessus dans un instant, mais vous verrez qu'ils sont divisés en 3 temps. Donc le premier groupe de 2 appartient au passé, les 2 groupes suivants appartiennent à notre présent, et le dernier groupe, la dernière ligne, c'est notre avenir. Alors,
nous partons donc de l'ignorance fondamentale, n'est-ce pas, mumio, qui est le fait que justement la situation où nous nous trouvons, la situation psychique ou psychologique dans laquelle nous nous trouvons dans notre monde, nous empêche de voir les choses comme elles sont. Cette ignorance, cette obscurité fondamentale de l'esprit, c'est la base de tous nos malheurs, j'oserais dire, qui est les malheurs consistant à être entraînés dans le cycle des naissances et des morts, n'est-ce pas ? À partir de cette ignorance donc, qui nous empêche de comprendre ce qui se passe, nous allons concevoir des formations psychiques, c'est le point 2, n'est-ce pas, gyo, qui sont des espèces de conglomérats. Je ne reviendrai pas trop là-dessus, parce que vraiment, nous n'en finirions pas, mais enfin, donc des espèces de formations psychiques, voilà, gardons cela, qui mènent, alors, donc ça c'est le passé, n'est-ce pas, donc le passé c'est l'ignorance dans laquelle nous sommes, et les blocs psychiques, les espèces de Lego mentaux qui vont se réunir d'une façon ou d'une autre pour constituer notre personnalité. Et donc, ça, c'est le passé. À partir du 3 jusqu'au 7, n'est-ce pas, ici, vous avez les fruits dans notre vie présente, dans ce que nous vivons en ce moment, de ces facteurs du passé, n'est-ce pas? Alors, nous avons ici la conscience, d'abord, shiki. Ensuite, ce que j'appellerais myoshiki, n'est-ce pas, littéralement, encore une fois, vous voyez le terme fondamental de hiro que nous avons ici, c'est le nom et la forme. On peut traduire ça par le nom et la forme, c'est-à-dire ce qui nous constitue, nous sommes un nom et nous avons une personne. Et je propose de traduire ça, alors je ne sais pas si ça a été pris par ailleurs, par individuation, plutôt, ou la personne, c'est ce que nous sommes. Et évidemment, cette personne est portée par le cinquième facteur, les facteurs sensoriels, n'est-ce pas, le système sensoriel que nous avons vu la dernière fois, qui se concrétise dans le contact, n'est-ce pas, le sixième, qui est la relation entre la personne que nous sommes et le monde extérieur. Et le septième, les perceptions que nous dérivons de ces contacts. Cela nous mène à la seconde partie de notre existence présente. La première partie, c'était les fruits de ce que nous avons apporté dans notre vie. La seconde partie, c'est ce que nous préparons pour la vie future, n'est-ce pas? À partir de ces perceptions sensorielles et de tout ce dont nous sommes pourvus comme individus, eh bien, nous allons concevoir le huitième facteur qui est l'appétence, ai, n'est-ce pas? Ai ici veut dire aussi amour, mais c'est l'amour, le désir, l'appétence de tout ce que nos sens nous mènent à désirer. La neuvième, c'est l'appropriation, la prise de la saisie de vers quoi nous pousse notre appétence. Là, le terme de tout cela, c'est le dixième. C'est l'existence, c'est-à-dire que tout cela va produire des facteurs qui vont mener à une autre, à concevoir quelque chose qui va se réaliser à partir de 11e et 12e étape, dans une existence future, la naissance d'abord, et puis la vieillesse et la mort. Alors vous voyez, si l'on analysait vraiment du point de vue, de toutes sortes de points de vue, cet enchaînement causal, on serait peut-être un peu déçu de la logique qui est derrière, mais ça a un aspect rigoureusement ordonné et qui d'un certain côté, a séduit énormément de penseurs dans la doctrine bouddhique. Alors, bien évidemment, la naissance et la mort, ce n'est pas nous allons voir que les Japonais, enfin les Chinois aussi d'ailleurs, prennent souvent cela dans le sens physique, c'est-à-dire vos enfants. Mais ici, ce n'est pas la naissance de vos enfants, c'est vous-même. Nous ne parlons pas de la même existence. Nous mourrons et nous renaissons. Et nous reverrons cette idée tout à fait réexprimée au tout début du grand miroir de la volupté que nous aborderons, je pense, dans 2 semaines d'ici.
Donc il n'est pas question de filiation au sens ordinaire, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose, cette filiation, ces conséquences thermiques, ce n'est pas comme le disait cette campagne contre l'alcoolisme en France autrefois, n'est-ce pas? Quand les parents boivent, les enfants trinquent, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes les enfants de nos œuvres karmiques. Nous sommes les fils de nos œuvres, si vous voulez. C'est pourquoi la relation de cause à effet a besoin de la division tritemporelle pour se réaliser. Et gardons cela à l'esprit pour notre Nidai Otoko, n'est-ce pas, pour le fils du libertin, pour notre grand miroir des voluptés, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais nous pouvons comprendre que Saikaku, par la série chronologique Ichidai, une première génération, Nidai, seconde génération, remet sous forme immédiatement lisible, perceptible par tout lecteur, en le transposant dans la filiation, justement, par presque un abus de langage, ce qui est en réalité un dogme bouddhique bien plus vaste. Cela nous rappelle bien sûr quelque chose. N'était-ce pas la démarche même que nous avions trouvée dans le Genji Monogatari, grâce à laquelle Murasaki Shikibu unifiait les deux parties de son roman? Vous savez que dans le Genji Monogatari, la première partie, jusqu'au chapitre 40, concerne le prince lui-même, et après les 14 derniers livres concernent sa filiation, justement. Mais en même temps, on voit bien que c'est une transposition sur le plan immédiatement compréhensible de cette idée de lien karmique. Nous voyons donc le terme en au nœud de trois dogmes fondamentaux du bouddhisme. Innen, ce que j'ai mis ici, n'est-ce pas? Innen, Engi, Juni Engi. Reposant sur les originaux sanscrits Pratitya, Pratyaya. Et le pratitya étant une locution adverbiale signifiant à peu près à cause de, par rapport à, comme on dirait de nos jours, ou bien substantif comme réconfort, consolation. Et le second est de sens très riche, mais ce qui signifie d'abord foi, confiance, assurance. Un peu comme en anglais, on voit le to rely on, n'est-ce pas? C'est s'appuyer et avoir confiance en quelqu'un. Et ensuite seulement raison, cause, motif. Donc il est très proche dans ce sens, le N et le Pratitya, est très proche de Hetu. C'est semble-t-il la scolastique bouddhique qui les a bien distingués l'un de l'autre. Mais à partir de bonnes raisons étymologiques, parce qu'en sanskrit, le mot Hetu, qui veut dire la cause première, vient d'une racine hi, qui signifie mettre en mouvement, impulser. Tandis que pratyaya, venant comme pratitya de la racine pratihi, qui veut dire croire, suivre, sans suivre, avec le préfixe prati qui signifie contre, selon, en comparaison, et en général le caractère accessoire de quelque chose, comme dit la grande lexicographe Nadine Schupak, n'est-ce pas? C'est bien, donc on voit bien que hi, c'est la cause impulsive, donc la cause qui se suffit à elle-même en tant que cause, alors que pratyaya, c'est la cause accessoire qui s'appuie sur la première. Mais comme cela arrive souvent dans le chinois bouddhique, et c'est là que nous devons voir le tournant linguistique qui s'opère, un même sinogramme condense plusieurs mots sanscrits bien différenciés, dont deux au moins nous intéresseront plus spécialement ici. Mais comme nous en avons déjà parlé à propos du Genji, nous pouvons être un peu plus brefs. Il s'agit des termes... Oui, excusez-moi, je ne les ai pas mis, mais enfin, ça n'a pas grande importance. Il s'agit des termes Nidana et Avadana, dont le sinogramme, le mot sino-japonais N, véhicule le sens, n'est-ce pas? Si le premier, Nidana, signifie en sanskrit général, disons, pas spécialement bouddhique, lien, corde, origine, vous voyez, nous sommes très proches, puis symptôme d'une maladie, il désigne en sanskrit bouddhique l'une des 12 classes de sutras qui exposent les origines d'un fait et signifie donc une narration, ou mieux une relation. N'est-ce pas? Et je vous donne ici la définition de Lamotte, n'est-ce pas? Introduction indiquant les circonstances accessoires du discours. Vous voyez le côté donc, littéraire du terme. Une relation, un terme donc qui se trouve souvent dans le Sutra du Lotus, aux côtés du mot que nous avons traduit par parabole, qui est le mot hiyu, aopamya, drishtanta en sanskrit. Et il contraste avec ce dernier en ce qu'il signifie la relation de fait en rapport direct avec le contenu de la prédication du sutra. Vous vous souvenez, la parabole, le hiyu, c'est une petite histoire
indépendante du contexte. Elle va illustrer la doctrine du Bouddha, elle va illustrer donc ce qui est dit dans le contexte, mais les personnages ne sont pas dans le sutra. Alors que le innen, c'est une narration, le plus souvent à but explicatif, une narration quasi historique, qui va expliquer pourquoi telle ou telle personne est dans telle ou telle situation à l'intérieur du sutra. Donc, innen traduit aussi le sanskrit avadana, qui signifie en sanskrit général exploit ou prouesse, mais qui se rencontre au sens d'histoire édifiante dans le bouddhisme. Il est traduit aussi par innen et parfois hiyu. Je vous donne, en reprenant l'exemple de Joseph Kibours, ce Senju Hyakuengyo, vous voyez, les 100 anthologies de 100 narrations, édifiante, qui est en chinois, donc du IIIe siècle. Vous avez bien cette idée. Donc, toute cette nomenclature pourrait assez bien être résumée par le terme latin, le terme latin médiéval de exempla, n'est-ce pas, un exemplum, des exempla, qui désigne des narrations venant illustrer tel point de doctrine ou de sermon. Mais, comme dit la publicité, ce n'est pas tout. Et il nous faut voir aussi comment, en chinois bouddhique, le sinogramme N a eu tendance à se charger non seulement des termes sanscrits que nous venons de voir, mais à reprendre aussi sur lui l'essence de in. Donc, bien que ce soit la condition secondaire, en chinois et en sino-japonais bouddhique, il a pris l'essence aussi de tout l'essence du lien du composé innen. Pour cela, nous partirons de l'une des plus anciennes et des plus répandues stances doctrinales du bouddhique, que l'on connaît souvent sous l'appellation sanscrite de la stance de Yedharma. Vous voyez, c'est les deux premiers mots sanscrits que nous donne ici, et que l'on appelle en japonais, en sino-japonais, les stances de la loi de la production conditionnée, Engi-hoju, n'est-ce pas que je vous donne en première ligne, et qui est très, 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 très répandu dans tout le monde bouddhique, n'est-ce pas? Alors, tentons d'abord une traduction littérale du sanskrit. C'est l'une de ces 3 ou 4 stances qui sont censées résumer l'ensemble de la doctrine bouddhique. Et d'ailleurs, elles sont senties comme si fondamentales, ces vers sont sentis comme si fondamentaux, qu'on les trouve souvent même en lettres brahmiques, n'est-ce pas, en bonji, même au Japon, alors que ça date des premiers siècles du bouddhisme. Même les sectes ésotériques japonaises l'utilisent couramment. Enfin, je vous en donne donc ici une traduction littérale, enfin, dans la mesure où je peux faire de telles choses, mais que les existants soient nés de cause, hetu prabhava, qui pourrait traduire aussi engi, ingi plutôt. L'ainsi venu, donc le Bouddha, le Nyorai, n'est-ce pas, Tathagato, l'ainsi venu en a expliqué la cause. Et leur destruction aussi, il l'explique bien, le grand religieux. Donc voilà, c'est le mouvement du bouddhique. Le Bouddha vient nous expliquer comment nous sommes là et comment on peut se défaire des facteurs qui nous ont amenés ici, n'est-ce pas? Donc c'est tout à fait, c'est concis et bien résumé. Nous sommes là à cause de certaines causes, justement. Ces causes, il faut les désintégrer, nirodha, et c'est le Bouddha, qui est appelé ici par de façons différentes, Nyorai, n'est-ce pas, Tathagata, et Mahashramana, le grand religieux, Daishamon, n'est-ce pas. Alors, chacun peut voir que le mot pratyaya, donc le mot N, ne figure pas du tout dans ces vers, n'est-ce pas? Ni pratitya, ni pratyaya. Donc le sanskrit ne parle que de hetu, les causes directes. Et le chinois, lui, va ajouter à chaque fois, et même au-delà, sans craindre la redondance, et condition après le mot hetu, n'est-ce pas? Après le mot in. Il est en fait presque certain que les traducteurs, ici, plutôt que de considérer le binôme innen comme énumératif, cause et condition, se laissaient plutôt aller à l'inertie terminologique et recouraient à ce composé comme signifiant simplement cause. Lorsqu'ils ont utilisé ce terme, le mot
innen était déjà suffisamment implanté dans le chinois bouddhique pour qu'il soit senti comme faisant un seul tout, n'est-ce pas? Et je vous en donne un très bon exemple qui vient du traité de la grande vertu de sagesse, n'est-ce pas, le Daichi Doron, qui est attribué à Nagarjuna lui-même, le grand philosophe Nagarjuna, et surtout qui a été traduit en chinois bouddhique aux alentours de l'an 400 par l'illustre Kumarajiva, et qui est devenu quasiment plus que l'Abhidharma Kosha et d'autres contextes, qui est devenu l'encyclopédie bouddhique qui était lue par les moines savants, si vous voulez, dans les monastères. Le Daichi Doron, c'est la somme générale du bouddhisme. Et nous envoyons ici une cause. Nous envoyons une traduction, et vous voyez qu'il y a un simple coup d'œil, même quand on ignore le chinois, vous voyez que le composé innen, n'est-ce pas, apparaît dans les trois des 4 lignes. Hein. Donc le mot en apparaît par 3 fois, alors qu'il n'est pas dans le sanskrit. Alors je vous en donne ici une petite traduction. Les existants naissant de causes et conditions, cette loi, je vous donne, c'est un peu compliqué syntaxiquement, mais enfin, je vous donne une petite une lecture qui n'engage pas trop. Les existants naissant de causes et conditions, cette loi expose les causes et conditions. Que par cette loi où ces existants, causes et conditions, viennent à l'épuisement, c'est ainsi que l'a dit le grand maître. Alors donc le sanskrit ne parlait que de hetu, mais ici à chaque fois on retrouve hetu pratyaya, n'est-ce pas, innen, innen, innen. Et je vous donne une autre version qui est assez connue. Je vous envoie aussi un site que j'ai trouvé qui est très intéressant, ce Nanda Online, où vous avez sous la forme Yedamma Hetu toutes les versions chinoises de cette stance. Et je vous la donne ici, n'est-ce pas? Cette traduction qui fait partie du canon de discipline des Sarvastivadins, donc une grande communauté bouddhique relativement tardive qui a beaucoup influencé le bouddhisme, la transmission du bouddhisme en Chine. Donc les existants se produisent à partir de conditions. L'ainsi venu en prêche la cause. L'épuisement des causes et conditions de ces existants, c'est ce que prêche le grand religieux. On voit ici que en est substitué à in au premier vers, et qu'ensuite innen est utilisé à 2 reprises. Donc in se retrouve complètement occulté. Il y a de nombreuses traductions chinoises de cette stance, dont certaines prennent bien garde à conserver in plutôt que en, mais nombreuses sont celles qui, malgré tout, réinsèrent ce second terme qui ne figure pas dans l'original. Donc cette stance célébrissime est censée donner la substance primordiale du dharma, accorde donc en chinois une place importante à un terme qui ne figure pas dans l'original, mais qui apparaît dès lors dans le monde sino-japonais comme essentiel. Il faut ici revenir sur le sens verbal du sinogramme en dans le bouddhisme sino-japonais. Il prend en effet dans ce contexte un sens qui correspond au sanskrit, à un mot sanskrit, et signifie s'appuyer sur, saisir, un sens verbal tout à fait conforme à l'usage que nous avons illustré par Mencius, mais qui est malgré tout un rapprochement qui ne se fait que par l'intermédiaire du chinois. Il signifie alors établir un contact avec un objet sensoriel, et plus spécialement désigne la prise de conscience, le surgissement de la pensée au contact de l'objet. De ce sens verbal dérive directement le composé objet, objet des sens, je vous donne, y compris bien sûr le sens mental, une création lexicale très intéressante puisqu'elle suit le mode de traduction des formes verbales sanskrites, dès lors imitées en chinois malgré le fossé grammatical entre les 2 langues. Donc nous avons des composés comme la 4e ligne, n'est-ce pas, shoen, noen, qui imitent les participes, les formes actives et passives du sanskrit. Shoen, c'est ce qui est pris, ce sur quoi on prend contact, ce qui est pris. Noen, c'est celui qui prend contact. Donc vous avez l'objet et l'objet et le sujet. Noen, c'est l'esprit shinshiki, n'est-ce pas?
Du contact au contrat, il n'y a qu'une légère différence de phonème, et c'est encore N qui permet de relier ces deux notions au sein de la doctrine bouddhique, dans une perspective dont on comprendra rapidement les implications romanesques. Dans le sens de lien, relation, N peut en effet désigner l'affinité particulière qui se découvre ou qui se crée entre deux personnes, ou entre le fidèle et un Bouddha ou un Bodhisattva. C'est bien évidemment un développement logique du sens de lien, certainement renforcé par le cadre bouddhique du champ sémantique. Mais nous allons voir qu'après ce passage par la dimension religieuse, cette même nuance va se retrouver active sur un plan bien plus mondain. Comme d'ordinaire, la bidimensionnalité de l'expression permettra au romancier de jouer sur les deux tableaux, en ramenant à la fin, à l'une des deux dimensions, à la fin de sa narration, à l'une des deux dimensions, les indices parsemés au fil de l'œuvre et intelligibles a priori dans une seule, celle qui est évidemment la plus proche des lecteurs. Alors, toujours cette lecture bidimensionnelle. Le sens développé de lien en affinité se concrétise au mieux dans la locution verbale sino-japonaise que je vous donne ici, kechi-en, qui signifie littéralement nouer un lien, contracter une affinité. Qu'on peut lire enishi o musubu, bien yukari o musubu. Et en japonais moderne, la plupart du temps, on dira en o musubu, tout simplement. Cette locution exprime la décision d'entrer dans la voie bouddhique, n'est-ce pas, Nyudo, Michi Niru, en contractant une relation spéciale avec un Bouddha ou un Bodhisattva. Le plus souvent, il s'agit du Bouddha Amida, dont nous allons voir qu'il sera au centre d'expressions liées à ce vocabulaire. On contraste donc cette affinité avec la loi bouddhique ou avec un sanctum, outre les Bouddhas ou Bodhisattvas. On contracte donc cette affinité avec la loi bouddhique, ou avec un shijiri ou un moine, n'est-ce pas? Le pacte fonctionne dans les deux sens d'ailleurs, du Bouddha vers les êtres, mais aussi des êtres vers le Bouddha. La finalité, le but ultime de ce pacte est l'obtention de l'état de Bouddha, idée qui est souvent exprimée, elle aussi, par le simple verbe musubu. Je vous donne par exemple comme exemple de ce musubu qui signifie, par un jeu de mots, encore une fois, souvent utilisé. Musubu veut dire aussi, le ketchi, donc veut dire aussi se former en fruit. Donc à la fois lié, contracté, se contracter en fruit. C'est un poème tiré de la centurie de J.N., n'est-ce pas? Vous le connaissez bien maintenant. Je vous donne simplement sa traduction. Quelle joie d'entendre qu'à n'en pas douter, fructifiera Musubu, n'est-ce pas? Le germe d'éveiller sur la fleur de la loi. Et vous voyez que les jeux de mots sont. Je reviendrai dessus dans un instant. Hotoke no Tane, le germe de Bouddha. Bushu, n'est-ce pas? C'est-à-dire la capacité qu'a tout être de devenir Bouddha. Musubu, elle va se réaliser dans l'état de Bouddha. Et c'est la finalité de notre existence. Donc, c'est dans le cadre de ce pacte passé avec le Bouddha qu'intervient un autre mot-clé du vocabulaire bouddhique, et spécialement dans sa relation avec le Bouddha Amida, qui est le mot chigiri, que nous pouvons traduire par engagement. Vous l'avez dans la dernière ligne ici, en lettres latines, n'est-ce pas, en transcription. C'est donc l'engagement ou le serment. Et à l'origine même, on peut parler de contrat, n'est-ce pas? À vrai dire, chigiri peut être même considéré comme synonyme de en car nous le trouvons employé dans des contextes tout à fait voisins. Il a notamment le sens de lien contracté dans une vie antérieure que nous avons vu dans le proverbe Sode no Furiau Mo, n'est-ce pas? Je vous donne cette phrase qui vient du Genji Monogatari, la première, n'est-ce pas? Saki no yonimo onchigiri ya fukarikemu, n'est-ce pas? Fukakarikemu, dès nos vies antérieures, ce lien que nous avons contracté, ce serment, devait être profond, n'est-ce pas? Alors, le lien entre les deux est substantiel et il est évident, même si l'on se réfère à ce poème
qui se trouve dans un texte sur lequel je ne reviendrai pas parce que ça nous emmènerait trop loin, le Yakuwa Wakashu, donc une anthologie qui date des environs de l'an 1500. Et alors ce texte est consacré à l'incité de conditions, n'est-ce pas? Attendez, je crois que... Voilà, oui, c'est celui que je vous donne ici. Donc, je vous donne la référence. Alors, Yamakawa no onaji nagare o musubite mo nao asakana no chigiri o zoshiru. Et c'est sur les junyose, vous avez dans les 10 incités, vous avez l'incité de cause et l'incité de condition. C'est vous dire que ce sont des termes tout à fait fondamentaux dans le bouddhisme. Et voici ce que dit ce texte. Même si nous sommes liés en puisant au même courant d'un torrent de montagne, et Musubu, vous voyez, nous sommes liés, onaji nagare o musubite, nous sommes liés parce que Musubu veut dire donc lier, et aussi joindre les mains pour prendre de l'eau. Le geste est tout à fait éloquent ici. Nous savons que ce serment n'est pas sans profondeur. Évidemment, parce qu'un torrent de montagne n'est pas profond, bien qu'ils aient bu de l'eau ensemble pour lier ce serment, eh bien, nous sommes profondément liés pour toutes les existences. Si nous ne savions pas que ce poème illustre l'incité de condition, le Nyose-en, il se lirait comme un poème d'amour, n'est-ce pas, où l'amant fait comprendre à l'autre la profondeur de son amour. Mais bien qu'illustrant le en qui fait complément à in, ce poème fait volontairement glisser le sens de condition secondaire vers celui de relation avec un Bouddha. Vous voyez que normalement il devrait illustrer n dans le sens de condition, mais il l'illustre dans le sens de relation ici. Et le raisonnement implicite est très révélateur. La cause principale, in, ou hetu, est le germe de Bouddha, comme nous avons vu tout à l'heure, le Hotoke no Tane, dont parle Jien dans son poème, qui va mûrir sur la fleur de la loi. Et ici, la cause secondaire, en, est assimilée à la relation, chigiri, n'est-ce pas, instaurée entre le fidèle et le Bouddha, comparable à une relation amoureuse où l'on échange des serments. Et chigiri, toujours au sens de serment amoureux, va être utilisé et réutilisé chez Saikaku. La synonymie entre yukari et chigiri est, comme souvent, excellemment illustrée par notre Jien, encore une fois, grâce à la juxtaposition indéniable qu'il fait entre la lettre du lotus chinois et son interprétation poétique. En effet, lorsqu'on trouve un terme chinois, sino-japonais, et le poème qui va avec en dessous, on peut tout de suite avoir une claire conscience que le poète entendait bien ce terme japonais comme traduction ou comme lié au terme sino-japonais. Et je vous donne ce poème qu'on lit dans la centurie de Jien au chapitre 7, n'est-ce pas, sur la cité fantasmagorique, sous la citation du lotus qui est donnée ici, n'est-ce pas, grâce à ces relations originelles, je vous expose à présent le sutra du lotus. Et voilà donc, n'est-ce pas, kono moto no inne o motte ima hokekyo o toku. Donc, c'est ce que dit le Bouddha dans ce sermon. Et voici, dans ce sermon, et voici ce que dit ce qu'en dit Jien. On a un passé invisible et lointain contracté. Harukani musubu, minu mukashi. Le serment d'attente, alors, Matsuno Chigiri, ou le serment d'attente au pain d'Iwashido, sous les pins d'Iwashido, maintenant sera délié. Alors, les relations originelles, moto no innen, hon innen, de la citation scripturaire se rapportent dans le Sutra du Lotus, donc, à l'histoire des 16 princes que vient de narrer le Bouddha et qui se consacrèrent tous, après leur conversion, par le Bouddha de l'époque, à la propagation du lotus. Il ajoute que lui-même, donc Shakyamuni, faisait partie de ces 16 princes. Nous avons donc bien ici le terme de innen pris dans le sens de narration explicative, factuelle, qui explique la situation présente. La corrélation temporelle est bien sûr essentielle et elle n'échappe pas à Jien, naturellement, qui la met en relief.
Tout son poème repose d'ailleurs sur une série de doubles entendres, comme on dit en bon anglais, n'est-ce pas? Mais nous remarquons que l'axe fondamental est l'opposition passé-présent, Mukashi, Ima. Le présent étant l'époque dans l'histoire du salut, où le sutra est enfin révélé dans cet âge cosmique. Le serment contracté dans un passé si lointain qu'il échappe à la pensée constitue donc les circonstances originelles, moto no innen, de la prédication du lotus. Remarquons en passant les jeux de mots habituels, pour ainsi dire, mais profondément signifiants dans le contexte bouddhique, de matsu, n'est-ce pas, qui veut dire à la fois le pain, l'arbre, le pain, n'est-ce pas, et l'attente, et qui exprime le désir angoissé des foules égarées d'entendre enfin la vérité, sur Iwashiro, n'est-ce pas, le site poétique bien connu, qui est perçu comme formé sur la forme verbale Iwaji, on ne dira pas, c'est un jeu de mots toujours, n'est-ce pas, s'opposant au verbe final tokuramu, qui signifie justement on va dire, on prêchera, mais qui veut dire aussi on délira, c'est délier, c'est-à-dire que la prédication du sutra du lotus, toku, est la réalisation, le dénouement du serment contracté en un passé inimaginable. Ce poème, comme toujours d'une subtilité scolastique éblouissante et bien typique de J.N., quand bien même on le trouverait effectivement un reproche qu'on a souvent fait à J.N., n'est-ce pas, d'être d'ikutsupoi, c'est-à-dire qu'il est un peu trop raisonneur pour être un vrai poète, mais évidemment, c'est un shakyoka, n'est-ce pas, un poème religieux, bouddhique, donc on ne peut pas lui reprocher de faire ça. Ce poème donc pose de façon irréfutable l'équivalence de innen et de chigiri, en mettant en relief qu'il s'agit en définitive de la même chose, les conditions accessoires, comme disait Lamotte, et malgré tout indispensables à l'accomplissement de la voie bouddhique. Il nous faut encore aborder la mise en œuvre littéraire du terme yukari et sa connexion avec le mot murasaki. Donc yukari, le lien, et murasaki, à la fois la plante, le grémil, qui donne la couleur mauve ou pourpre, n'est-ce pas? Donc deux termes qui jouent un rôle constant dans la littérature japonaise depuis l'époque de Heian et que nous retrouverons jusque chez Saikaku. Ici encore, il nous faut considérer ces deux mots dans l'entrelac de leur connexion, en particulier avec le terme primordial de Ido, vu la leçon dernière. Il faut sans doute partir d'un poème anonyme, le numéro 867 du Kokinshu, n'est-ce pas, la première grande anthologie impériale, que je vous donne ici, que je n'ai pas le temps de lire, mais vous pouvez le lire sur l'écran, à cause d'un seul grémil, n'est-ce pas, Murasaki no Hitomoto. Les herbes de Musashino, toutes tant qu'elles sont, je les contemple avec émotion. Cette plante, le grémil, a une couleur liée à la fois à la plus haute noblesse, donne une couleur à partir de sa racine, n'est-ce pas? La racine qu'on utilise comme teinture, qui est liée à la plus haute noblesse, à la dignité impériale, bien sûr, et qui sont les seules habilités à porter des habits de cette couleur que je traduis souvent par pourpre en référence à la c'est à peu près le même plan en Occident, et réservé aussi au haut rang de la hiérarchie religieuse, n'est-ce pas? Donc la symbolique politico-religieuse est évidente, mais dans ce poème de Kokinshu, c'est la métaphore amoureuse qui prime, laissant entendre que le spectacle de la fleur de grémil dans la plaine de Musashi a tant imprégné l'esprit de l'amant qu'il le transpose sur toutes les autres plantes. C'est-à-dire, vous êtes amoureux d'une femme, en l'espèce, et vous êtes amoureux de toutes les autres. Le sens de ce premier poème est renforcé par le poème qui le suit immédiatement, le 868, et qui est attribué cette fois à Adiwara no Narihira, qui est le héros dont on pense qu'il est le héros du Issei Monogatari, et qui est un coureur de jupons invétéré, n'est-ce pas? Nous sommes toujours dans la même atmosphère. Et voici ce que dit ce poème. Qu'enfoncent les couleurs du grémil? Aussi loin que l'on regarde, les plantes de la plaine ne se distinguent plus. C'est la même idée, n'est-ce pas? Votre amour, l'amour se projette sur tous les autres et sur tout ce que l'on voit, n'est-ce pas? Tout peut se rapporter à votre amour, ou toutes les autres personnes peuvent devenir en quelque sorte les porteurs de votre amour. Donc ce prototype de la notion de cristallisation amoureuse a trouvé, comme de bien entendu, une application dans la poésie bouddhique. Et nous en trouverons une admirable dans ce poème qui est certes tardif, mais que je
je ne résiste pas au plaisir de vous donner, de Reizei Tamemasa, qui est mort en 1417, et qui résume bien la doctrine de l'incité d'aspect. Et c'est là que nous faisons le lien entre Hiro et En, n'est-ce pas? Puisque l'incité d'aspect, Nyose So, c'est la première des 10 incités. Alors, il mérite d'autant plus d'être cité qu'il reprend un poème sur la même incité de l'illustre Teika, que je n'ai pas le temps de le voir ici. Donc, c'est un poème qui est fait à partir d'un autre poème, un Honkadori en quelque sorte. Et nous citerons, alors je cite avec une variante, je n'entrerai pas dans les détails, mais donc je vous donne ici ce texte avec allusion à quelques variantes. Je donne les variantes du Yakuwa Wakashu. Sans plus de traces, en les nuages désertés, telle qu'elle est se manifeste la couleur du lien. Je dois vous épargner les arguments philologiques pour lesquels je choisis cette lecture. Le sans plus de traces, qui est repris du poème de Teika, ne peut convenir qu'à Munashiki, donc qui est ici, n'est-ce pas? Les nuages désertés doit disparu toute trace du Bouddha, n'en laissant que plus de place pour la manifestation du lien sans doute avec le Bouddha Amida, qui promet une future rencontre. L'incité d'aspect, donc le Nyose So, et vous voyez que vous avez. Nyose So est incrusté, est encrypté dans le poème avec Sono Mamani, qui veut dire tel quel, ça va, ainsi est, n'est-ce pas? Et Hiro. Alors ici j'ai mis Yukari no Sora, mais il vaut mieux mettre en japonais il y a Yukari no Sora. En transcription j'ai laissé Yukari no Hirozo que je choisis parce qu'elle est plus pertinente, et nous voyons bien que nous avons comme ça le Nyoze-so qui est traduit par Sonomama ni Hiro, n'est-ce pas, ou Sonomama no Hiro. Donc l'incité d'aspect rejoint donc l'incité de condition. So et En et Hiro, Shiki, En. N'est-ce pas? Vous voyez bien, le triangle se forme ainsi. Le lien entre Murasaki et Yukari était préparé ou démontré par ces différents poèmes. Mais nous le voyons au mieux illustré par ce poème de Teika, qui est, ne l'oublions pas, fils de Shunzei, le grand connaisseur, grand poète lui aussi, et grand connaisseur du Tendai, et Teika aussi, bien sûr. Il s'agit d'un poème sur le contenu du chapitre 9 du Sutra du Lotus, l'annonciation conférée aux apprentis et à ceux qui n'ont plus à apprendre, le Jugaku Mugaku Ninki, dans lequel le Bouddha annonce à Ananda, son grand disciple, et à Rahula, son propre fils, donc c'est encore une fois En dans le sens de relation familiale, Yukari, qu'ils obtiendront un jour de devenir eux-mêmes éveillés. Et voici le poème, donc, qui est cette promesse qui est chantée par Jien, n'est-ce pas? À nous tous, par Teika, pardon. À nous tous désormais, en ce monde sera connue la splendeur de la promesse empourprée comme l'amour, qui imprègne enfin nos pensées. J'ai rajouté comme l'amour parce que vous avez Omoi Somekeru, Murasaki no Yukari. Il est difficile de rendre les jeux de mots sur tous les sens de somu, n'est-ce pas, qui veut dire à la fois commencer, ici penser pour la première fois, et en même temps imprégné de l'amour, et qui est tout à fait dans le champ sémantique de Murasaki, et donc qui rappelle les deux poèmes du Kokinshu que nous venons de voir. Nous pouvons donc suivre l'évolution du mot Murasaki, du sens amoureux tel qu'il apparaît dans le Kokinshu, jusqu'à son apothéose, pour ainsi dire, comme symbole de la couleur, du visible, d'une part, donc du phénoménal, mais aussi comme symbole, nous en avons déjà suffisamment parlé dans notre cours sur le Genji, je ne vais pas y revenir, du Bouddha Amida, et spécialement de sa venue au devant du mourant sur les nuées empourprées, Murasaki no Kumo, n'est-ce pas, vous avez et c'est encore quelque chose que nous allons retrouver dans le chez Saikaku, c'est pas la scène où le Bouddha Amida, arrivant sur ces nuées violettes, mauves, pourpres, avec toute sa suite, va au devant du mourant. Et nous voyons ainsi comment se prolonge, à travers cette association, le réseau sémantique entre En, Yukari, Shigiri et Murasaki. La plupart des poèmes que nous avons cités illustrent un aspect ou un autre de cette association, au point que Murasaki puisse signifier à lui seul Yukari ou Shigiri. Je pense que tout le monde voit vers où nous mène ce lien.
de Murasaki à Murasaki Shikibu, l'autoresse du Genji Monogatari, il n'y a qu'un pas à faire. On se souviendra que la romancière doit son nom, semble-t-il, à sa propre création, au personnage de Waka Murasaki, le jeune Grémil, qui est sans doute la protagoniste la plus émouvante du roman. Que ce soit Teika qui utilise la locution Murasaki no Yukari en dehors du contexte du Genji n'est pas sans intérêt, alors que c'est lui qui est à l'origine, Teika, n'est-ce pas, de la diffusion de la vulgate de l'œuvre de l'édition la plus répandue du Genji Monogatari, telle qu'elle s'imposera dans toute l'histoire du Japon. On se rappellera aussi l'expression visuelle concrète de cette superposition des dimensions sémantiques dans le no Genji Kuyo, vous savez, l'offrande funéraire au Genji, où le fantôme de la romancière réapparaît dans la dernière scène, dans toute la splendeur empourprée que son nom annonce. Ainsi, cette splendeur de la promesse, qui dans le poème de Teika est en toute bonne logique liée à l'annonce de l'obtention future de l'état de Bouddha, réalise pour ainsi dire une plénitude sémantique de l'association des deux termes dans un contexte bouddhique parfaitement délimité par la citation scripturaire. Mais les plus assidus de nos auditeurs s'en souviennent certainement, l'expression Murasaki no Yukari, qui vient d'être utilisée ici, se trouve déjà, fort peu de temps après la divulgation du roman du Genji, dans le délicieux passage du Sarashina Nikki, que je vous donne ici, où l'autoresse nous relate la fascination qu'elle éprouvait encore fillette pour ce chef-d'œuvre. Je me contente de vous traduire ce passage que nous avons déjà vu, n'est-ce pas? Tandis que je me morfondais ainsi, en raison du chagrin causé par la mort de sa nourrice, n'est-ce pas? Tandis que je me morfondais ainsi, ma mère, cherchant avec angoisse à me consoler, se procura des romans à me faire lire. Et certes, je m'en trouvais naturellement bien consolé. Ayant lu l'histoire de Murasaki, n'est-ce pas? C'est le début de la 4e ligne. Murasaki no Yukari o Mite. Ayant lu l'histoire de Murasaki, j'étais prise du désir de lire la suite. Mais je ne trouvais pas l'occasion d'en parler aux gens. Et comme personne n'était encore bien habitué à la capitale où elle venait d'emménager, je ne pus rien trouver. Âgée d'une douzaine d'années à l'époque, elle ne le savait peut-être pas encore, mais la femme mûre qu'elle était en rédigeant ce journal, qui sont en fait des mémoires, ne pouvait ignorer que l'expression était utilisée par Murasaki Shikibu elle-même au chapitre 6, le Suetsu Muhana, de son roman. Le chapitre où Murasaki no Ue, la petite fille, n'est-ce pas, est la première fois désignée par son nom. Mais ici, Murasaki no Yukari, c'est, comme l'a traduit Schiffer, la jeune parente au Grémil, et pas du tout la protagoniste elle-même, n'est-ce pas? Tout d'abord en référence au poème du Kokinshu, son imprégnation amoureuse. L'autoresse du journal donc reprend l'expression en changeant le sens de Yukari de parente, que nous avons vu, en histoire, et même pourrait-on ajouter en innen bouddhique, en relation des circonstances. Murasaki no Yukari désigne alors l'histoire de Murasaki, le récit du lien contracté avec Murasaki, et il s'agit alors du livre 5 du Genji Monogatari, le Waka Murasaki, qui décrit la rencontre fatidique au temple de Kitayama. C'est à la fois innen, la relation des circonstances accessoires du message principal, et le yukari au sens du lien amoureux. Nous voyons donc qu'au travers de ce concept de lien, en, beaucoup plus fermement enraciné dans la vision bouddhique du monde, que le shoku, hiro, que nous avons vu, la couleur, n'est-ce pas, que nous avons vu précédemment, bien plus enraciné donc, se dessine tout un réseau de représentations qui lie étroitement les divers sens du mot dans ces contextes religieux et littéraires. De Murasaki no hiro, la couleur du Grémil, à Murasaki no Yukari, le lien du Grémil, la symbolique des couleurs couvre aussi bien la dimension amoureuse et sensuelle que la promesse de la délivrance de tous les désirs liés à cette même couleur, qui est la matière même de tous ces désirs. Nous n'aurons pas la faiblesse proche de tomber dans la monomanie, n'est-ce pas, de penser que le grand écrivain lettré qui était Saikaku avait toutes ces nuances à l'esprit lorsqu'il composait ses Koshokumono, ni ses autres œuvres d'ailleurs. On ne peut non plus ignorer quand même que tous ces sens, ainsi que nous pensons l'avoir montré par ces exemples poétiques, sont toujours prêts à affleurer à la conscience linguistique des lettrés japonais.
illustrant bien en cela, sur le plan sémantique, la métaphore même de Murasaki no Hiro, le Murasaki qui colorie toute chose. Hiro et Yukari, Shiki et En sont donc à notre sens les deux axes narratifs, ou peut-être vaudrait-il mieux dire la structure cachée de ces romans, structure à peine cachée certes, mais l'interférence des deux, nous allons le voir, est constamment mise en scène par Saikaku, avec une habileté qu'il partage avec son illustre aîné Murasaki Shikibu, et que nous découvrirons à partir de la prochaine leçon. Et je vous remercie pour aujourd'hui.